Nous poursuivons nos travaux. Je souhaite maintenant la bienvenue au Dr Richard Bélanger, à la Dr Isabelle Sanson, à Mme Marianne Dessureau, ainsi qu'à M. Bastien Quirion. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite à vous présenter et à commencer votre exposé. Merci. Parfait. Bonjour. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le ministre délégué, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Merci de l'invitation à cette commission parlementaire. Mon nom est Marianne Dessureau, avocate et analyste en politique publique pour l'Association pour la santé publique du Québec, organisme qui regroupe citoyens, experts, organismes partenaires qui ont pour mission de faire la promotion des enjeux de santé publique. C'est dans cette perspective de multidisciplinarité que nous avons allié nos compétences pour vous présenter aujourd'hui une opinion commune qui s'agit et multidisciplinaire. Tout d'abord, j'aimerais juste préciser qu'on comprend les inquiétudes et les préoccupations qui suivent la légalisation du cannabis. Ce n'est pas rien, l'idée n'est pas de banaliser les risques potentiels de la consommation. On partage vraiment l'opinion de l'ensemble des partis, mais c'est parce qu'on comprend et plutôt qu'on considère ces risques-là qu'on vous présente aujourd'hui la position du maintien du cadre légal actuel. Donc, un 18 ans, maintenir l'accès légal à 18 ans et de ne pas augmenter les restrictions relatives à la consommation sur les voies publiques. Pour ma part, il s'agit d'une opinion, une approche populationnelle qu'on pourra vous expliquer, que mes collègues vont pouvoir vous expliquer. D'un point de vue juridique, j'aimerais quand même, parce que c'est un peu plus ma compétence, je vais vous soumettre là, quelques arguments. Le ton prohibitionniste qui est proposé et le fait de cibler certains jeunes contrevient, aux chartes. Je pense que le barreau a soumis un peu cette idée-là, mais aussi à l'esprit et à l'objet de la loi et du cadre fédéral. Et là, ça pose un risque. En agissant de la sorte, on vient stigmatiser et discriminer un groupe de la population, donc les jeunes, et aussi principalement les gens qui n'ont pas accès à la propriété. Donc souvent les locataires qui sont un autre groupe plus vulnérable de la population. Et tout ça, ce faisant, on limite les efforts qui sont investis ensuite en prévention. Donc tout cet ensemble de facteurs-là viennent jouer sur ces perspectives-là. Je parlais, là, au niveau des jeunes, on cible beaucoup au niveau des infractions. Les jeunes sont ciblés par les infractions qui sont relatives et les sanctions qui sont émises dans le projet de loi, plus qu'exemple d'autres consommateurs ou les autres parts de la population. Donc, c'est un point là, que je pourrais développer au besoin. Je vais passer tout de suite la parole puisqu'on est 4. Bonjour, Bastien Quirion, je suis professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa. Je tenais tout d'abord à remercier la Commission de nous avoir invités. Ça fait plaisir de répondre à vos questions concernant les recommandations qu'on retrouve dans le mémoire. Simplement vous dire, comme la plupart des chercheurs qui ont passé une partie de leur carrière à étudier les politiques en matière de drogue, j'ai accueilli de façon très, très favorable le projet de l'initiative du gouvernement fédéral de mettre en place une légalisation du cannabis. Je sais que c'est une initiative qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, mais je suis convaincu qu'il s'agit en fait de la meilleure avenue pour réduire efficacement les méfaits qui sont liés à l'usage du cannabis, parce que c'est une initiative qui permet d'éliminer les conséquences qui sont liées, les conséquences négatives qui sont liées au régime de prohibition, tout en instaurant un contexte qui soit propice à une meilleure prévention auprès des groupes les plus vulnérables. Or, en resserrant les règles, le projet de loi tel que proposé va avoir pour effet, à mon avis, de miner la portée de la légalisation du cannabis, et ça de deux façons. Premièrement, en maintenant un plus grand nombre d'utilisateurs, de consommateurs sous un régime de prohibition, en particulier des groupes de consommation, des groupes de consommateurs particulièrement vulnérables, et deuxièmement, en multipliant les obstacles à la mise en place d'une prévention efficace. Parce que malgré ce qu'on peut penser, ce n'est pas en haussant l'âge jusqu'à 21 ans qu'on va retarder l'âge d'initiation au cannabis. On va tout simplement empêcher ce groupe d'âge de pouvoir s'approvisionner à l'extérieur du marché noir, et aussi on va rendre la prévention encore plus difficile.
J'ai déjà travaillé pendant une douzaine d'années auprès des jeunes en difficulté et je suis convaincu que l'intervention la plus pertinente en termes de prévention doit s'appuyer sur le dialogue et en resserrant les règles et en interdisant l'usage. Ce n'est pas une façon, à mon avis, qui nous permet de créer un contexte qui soit favorable justement à ce dialogue-là. En ce qui concerne l'interdiction de consommer dans les endroits publics, il s'agit d'une mesure qui va se traduire par une discrimination en ce qui concerne certains groupes d'individus qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que les individus qui bénéficient le moins d'accès à la propriété ou à des espaces privés vont subir une certaine forme de discrimination à laquelle vont échapper des gens qui sont dans une situation où ils sont un peu mieux nantis. On pense en particulier à des groupes d'individus qu'on retrouve qui sont dans une situation de précarité, particulièrement en milieu urbain. On pense aux itinérants, aux jeunes de la rue, aux personnes qui sont hébergées dans des institutions. Et la mise en place de ces nouvelles mesures risque de conduire à la création, à mon avis, d'un système de régulation à deux vitesses, donc d'un système qui traiterait différemment les individus en raison de leurs ressources financières. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes d'avis qu'on ne devrait pas opter pour des mesures plus restrictives. Le gouvernement provincial serait beaucoup plus avisé de mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'essayer d'attendre une période pour aller évaluer l'impact de la législation actuelle pour vérifier si effectivement il y a des ajustements qui pourraient être faits dans quelques années. Merci. Bonjour, Richard Bélanger. Je vais tenter d'être bref. Pédiatre, médecin d'adolescence. Je suis aux premières loges des inquiétudes qui entourent le cannabis et sa légalisation. Consommer du cannabis, c'est loin d'être avantageux pour le cerveau des jeunes, nul doute à ce sujet. Ces évidences ne peuvent par contre pas être seules dicter une politique publique selon nous. Faut-il rappeler que ce n'est pas parce que le cannabis est bon que sa légalisation fut faite au Canada, mais parce qu'il est consommé par plusieurs, dont les jeunes, et que l'encadrer vise à minimiser les dégâts qui peut lui être associé. Les minimiser en établissant des limites importantes pour tous, mais particulièrement pour les jeunes. En cela, la légalisation actuelle apparaît acceptable. Absence de marketing, distance minimale des établissements scolaires. La légalisation du produit a également créé l'opportunité de réaliser des campagnes d'information nationales, provinciales, et on le souhaite pourra systématiser les interventions en milieu communautaire et scolaire par des montants dédiés. Dans quelques mois, des données sur l'impact de la législation québécoise sur les perceptions et l'usage du cannabis par les adolescents du secondaire seront même disponibles. Si c'est par le message qu'il lance aux jeunes que le projet de loi 2 souhaite atteindre sa cible, nous croyons qu'il fait fausse route. Bien que l'adolescent développe ses aptitudes et son esprit critique sur plusieurs années, il n'en est pas moins rapidement un fin détecteur d'illogisme et d'injustice. Comment comprendre qu'il peut voter, accepter seul des interventions pour son état de santé ou même acheter de l'alcool et du tabac à 18 ans et non du cannabis maintenant légal? Introduire une telle incongruité, c'est menacer la confiance des jeunes envers les messages lancés par le gouvernement et ses institutions. La protection du mineur, restons inflexibles sur ce point, mais la confiance en des adolescents et des jeunes adultes bien informés, c'est ce qui devrait être envisagé. Par contre, l'arrivée prochaine légale de produits comestibles du cannabis est un nouvel élément à suivre de près. Les données américaines, mais également européennes, indiquent une hausse des cas d'intoxication chez les enfants et les adolescents associés à ces produits, tout comme ceux de haut niveau de THC. Les États américains ayant permis la vente de certains produits du cannabis d'allure anodin sont revenus sur leurs décisions ou ont changé leur législation devant des évidences. C'est dans de telles contraintes et non dans la hausse de l'âge de la légalisation que des gains sont envisageables pour les jeunes. Je vais m'aventurer, mais j'ai plus qu'une minute à dire, mais je n'ai pas plus que 3. Alors, merci pour votre travail. J'aimerais éclairer nos échanges en y ajoutant la perspective des médecins spécialistes de mon association, dont je suis la présidente, des médecins qui se spécialisent en santé publique et médecine préventive et en médecine du travail, quoique je vais surtout parler ici d'une perspective de santé publique. Comme vous le savez, les médecins, nous sommes formés pour faire du diagnostic et du traitement en tenant compte non seulement des dimensions physiques, mais psychologiques et sociales. Les médecins de mon association, on y travaille, mais moins individu par individu, plus groupe par groupe. Et pour ce faire, pour faire notre diagnostic, on a des outils un peu différents. On a de la formation en épidémiologie pour voir comment évoluent les maladies et les comportements, en enquête pour bien construire les enquêtes et bien les interpréter, et aussi pour apprécier les études scientifiques.
les forces, les faiblesses de ces études, distinguer les associations des éléments qui peuvent révéler de la causalité, et aussi voir c'est quoi ces risques relatifs, comme du 40 %, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de risque absolu. Tout pour nous aider à faire un bon diagnostic. Ici, on trouve qu'on malmène un petit peu la science, mais néanmoins, même si on généralise certains risques, nous partageons qu'il y a un risque pour certains en ce qui concerne le cerveau et qu'il faut être prudent avec cette substance et le message qu'on lance aux jeunes. Il nous faut donc un traitement. Et notre façon de penser au traitement, c'est groupe par groupe. Il y a ici 3 groupes. Alors, pour le premier groupe, les non-utilisateurs, il faut faire des efforts de prévention, c'est sûr, et il y a une science à la prévention, mais il faudrait aussi aller au-delà de la sensibilisation et d'agir sur l'âge légal. Mais les 2 autres groupes sont les consommateurs occasionnels et les consommateurs réguliers. Je termine sous peu. Pour les consommateurs occasionnels, il faut éviter à tout prix qu'ils consomment du cannabis puissant et dangereux qui peut accroître le risque de psychose et de dépendance. Et les forcer de s'approvisionner dans la rue n'est pas un bon traitement. Et pour les consommateurs réguliers qui ont souvent des comorbidités, et le débat c'est la poule ou l'œuf, eux, ils ont besoin de services en temps opportun et de bonne intensité. Et c'est pour ces raisons qu'on vous recommande le maintien... Je vous remercie. Je vous ai laissé quand même un temps supplémentaire que je trouvais louable pour votre présentation. Je vous remercie.